Aujourd'hui, on part très loin du canapé. Je reçois Maëlle Villani, une chercheuse qui a décidé de faire de l'Arctique son bureau. On va plonger avec elle dans les coulisses de ses expéditions. La logistique, le froid extrême et toutes ces difficultés qu'on n'imagine pas quand on parle de recherche polaire. Mais on va surtout remonter le fil de son histoire. Maëlle va nous raconter comment est née cette envie de dévouer sa vie à l'étude du climat et comment elle a transformé ce rêve de gosse en réalité quotidienne. C'est une discussion sur la passion, le courage de partir au bout du monde et ce qui nous pousse un jour à trouver notre véritable voie. Bienvenue sur Côté Canap. Aujourd'hui, nous accueillons une invitée dont le quotidien est loin de ressembler au nôtre. Une bio-ingénieure qui est originaire de Villepomerol. Elle est chercheuse, mais surtout, elle est exploratrice. À seulement 27 ans, c'est bien ça. Elle a déjà mené plusieurs missions dans le Grand Nord, étudiant un phénomène crucial, le sol gelé de l'Arctique. Son objectif, conscientiser et sensibiliser sur cette bombe climatique qui nous concerne tous. Maëlle Villani, bienvenue sur Côté Canap. Quand on pense à toi, on pense grand froid, expédition en Arctique, travail exténuant. Alors pour commencer en douceur, pour que nos auditeurs comprennent un petit peu, je voulais savoir, pour commencer par une question un peu plus simple, quelle est la chose la plus douillette que tu emportes quand tu pars en expédition dans ton sac à dos? Oh, la plus douillette. Le petit péché mignon, le petit côté confort. Peut-être pas un petit côté confort, mais est-ce que je vais oser admettre que je prends mon doudou avec moi en expédition. Ah ouais? Mais je peux comprendre. Secrètement, il y a je sais plus combien de pourcentage de la population qui a encore un doudou étant adulte, donc je peux bien comprendre que tu puisses prendre ton doudou avec. Effectivement, c'est un petit côté réconfort et un peu comme à la maison. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Ici, je voulais du coup un petit peu revenir par contre pour le côté un peu plus sérieux, on va dire. Donc tu es exploratrice, tu es dans des conditions quand même qui sont assez dures puisque tu côtoies le grand froid, à des moins 40. Quelle est la chose qui a fait que tu t'es lancée dans cet univers, dans cette passion même, on peut parler presque de passion parce que c'est ton métier, mais c'est aussi un univers tellement atypique. Ouais, mais en fait, c'est un peu venu de fil en aiguille. Donc, j'ai eu la chance de faire un Erasmus pendant mes études au Canada, en fait. Et je sais pas pourquoi, les régions du Nord, ça m'a toujours intriguée. Je crois qu'à l'inverse, on pense toujours à vouloir aller vers le soleil. Et moi, c'est l'inverse. Je pense que je voulais voir la neige. Le grand froid, t'as pas fait peur? Non. Ça a été une révélation de côtoyer ces paysages? Qu'est-ce qui... Ouais, je pense parce que c'est à partir de ce moment-là que du coup, j'ai dû choisir mon sujet de mémoire de fin d'études. Et en fait, c'est là que j'ai décidé de faire mon mémoire du coup sur le dégel du permafrost, donc les sols gelés en Arctique, avec ma promotrice de thèse, donc Sophie Hopfergelt. Et en fait, mon mémoire s'est super bien passé et c'est pour ça qu'après, j'ai continué à faire une thèse là-dedans. Et comment ça t'est venu de faire ces études-là, justement? Les études de bio-ingénieur, en fait, c'était pas du tout ce que je voulais forcément faire à la base. Initialement, j'étais même partie dans des études de médecine ou autre. Enfin, j'étais un peu ouverte à tout. Et j'avais été au salon de l'étudiant, je me souviens, à Tournai avec ma maman. Et c'était un peu la période où c'était compliqué en médecine avec tout des tas de concours et tout. Et elle m'a dit, ah bah regarde d'autres études qui pourraient te plaire. Et en fait, on s'est retrouvés au stand des bio-ingénieurs. En fait, je dis, ah mais en fait, c'est ça que je veux faire finalement. Et du coup, c'est des études très multidisciplinaires parce que moi, du coup, je me suis orientée environnement, mais il y a aussi tout ce qui est ingénieur agronome, il y a la chimie et tout ça. Donc, c'est un univers qui me permettait aussi, ne sachant pas encore exactement ce que je voulais faire, de déjà me mettre un pas, en tout cas, dans la science. Oui. Et quand tu dis environnement, est-ce que c'était déjà un secteur qui te touchait étant petite? Oui, je pense que oui. J'ai toujours quand même été du genre à me rendre compte que, bah oui, il y a enfin, on parle de changement climatique actuellement. Et puis oui, il y a peut-être aussi, enfin, par exemple, c'est bête, mais bah, j'ai pas grandi en ville ou quoi. Enfin, les villages, la nature, aller dans les bois et tout. Enfin, donc voilà. Tu as envie de te pencher un peu plus sur la question. Et donc ton voyage en Canada, c'était un voyage ludique, c'était pas... C'était dans le cas, j'étais à l'université. Hein. Déjà, du coup, c'était 6 mois du coup d'Erasmus où je suis partie donc étudier dans l'université de Sherbrooke. Pendant ce temps-là, on avait une bande de copains avec qui on partait beaucoup voyager et tout ça. Du coup, on a fait un peu le tour du Québec, on va dire. T'as un côté un petit peu aimé voyager en fait pour faire ce métier. Ouais. Je me souviens déjà, par exemple, rien que quand j'avais 13 ans, je crois, j'avais demandé à mes parents de m'envoyer 2 semaines en séjour linguistique en Angleterre toute seule.
Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Donc partir toute seule un peu à Ouais. l'aventure, même à petite échelle quand on est plus jeune, ouais, c'est toujours un truc T'avais qui avais déjà le goût de m'a l'exploration, en ouais, toi. C'était quelque chose depuis toute petite que ouais, tu c'est avais ça. développé et donc tu dis, tu avais étudié pour ta thèse le permafrost. Est-ce que tu peux, pour, les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent pas ce jargon, nous expliquer ta Ouais. thèse et sur quoi tu travailles exactement? Ouais, du coup, donc moi je travaille dans les régions arctiques, donc Mmh. c'est au nord du globe, donc c'est pas au sud qui est l'Antarctique. Et en fait, dans ces régions-là, on parle souvent des recherches plutôt océaniques parce qu'on parle souvent de la glace de mer, donc la banquise avec Ouais. les ours polaires et tout ça. Mais moi, je travaille pas sur la partie océanique, je travaille sur la partie terrestre parce que ce qu'on oublie souvent là-bas, c'est que il y a aussi du sol, de la terre, et en fait, c'est du sol qui est gelé en permanence, qu'on appelle le permafrost. Le problème qui se passe maintenant, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, ce permafrost il dégèle. Il faut penser que quand on gèle un sol, en fait, il accumule énormément de carbone. Donc, faut imaginer par exemple quand les arbres, les feuilles tombent, etc., on accumule du carbone Mmh. dans les sols. C'est un énorme puits de carbone et le problème qu'il y a, c'est que maintenant que ça dégèle, ce carbone est libéré dans l'atmosphère, ça augmente énormément les gaz à effet de serre et ça a encore du mal pour le moment à être comptabilisé dans les balances carbone aux OK. échelles politiques, alors que ça émet, je pense que annuellement c'est 5 milliards de tonnes de carbone. Ça représente, enfin c'est équivalent aux émissions annuelles émises par les États-Unis. Donc Ah ouais. c'est énorme quoi. Et Ouais. quel est le risque, de ce dégagement pour nous, par exemple, à notre échelle? Mais pour nous, à notre échelle, ça crée un effet boule de neige parce qu'on réchauffe la planète, donc il y a le réchauffement climatique avec, du coup, de base, les gaz à effet de serre, avec la pollution, les industries, enfin tout ce Mmh. que l'homme crée, on va dire. Et du coup, ce réchauffement, il dégèle le permafrost, sauf que ce permafrost, il émet encore plus de gaz à effet de serre, et du coup, ça réchauffe encore Ah plus. ouais. Et en fait, c'est un effet qui s'emballe, quoi. Et est-ce que toi, tu étudies, des solutions ou alors tu es plutôt dans l'analyse de ce que tu fais des constats, toi, sur le terrain? Ouais, donc on est déjà conscient qu'il y a des libérations de carbone, donc Ouais. ça on le sait. On essaye vraiment de comprendre les processus derrière en allant plus précisément dans voir ce qui se passe. Par exemple, donc moi je suis vraiment dans la partie chimie. On essaye de savoir, par exemple, ce carbone il pourrait être retenu par certains minéraux. Et du coup, on essaye de voir à quel point ça pourrait potentiellement être retenu. On essaye vraiment de voir les processus plus fins qu'il y Mmh. a derrière tout ça. Donc toi, dans ton métier, tu as une casquette un peu laborantin, Ouais. purement, test en labo et alors côté expédition où là, j'imagine ton matos est complètement différent, tu es plutôt sur des foreuses, j'imagine, Ouais. comment tu as pu développer, cette casquette un peu plus manuelle finalement aussi, Est-ce qu'on t'enseigne ça à tes études? Ouais, non, on nous enseigne pas du tout ça. C'est pour ça aussi que quand j'explique, parfois mon métier, les gens pensent que je suis 100 dans Oui. l'exploration sur le terrain, alors que finalement ah oui, il y a beaucoup de préparation avant le terrain pour préparer le terrain, puis il y a le terrain et puis il y a tout l'après-terrain C'est qui peut-être est 20 finalement oui, l'exploration c'est pour ça. tout ce que tu as récolté, l'analyser ensuite en Oui, labo. il y a énormément parce que, du coup, moi, dans le cadre de ma thèse, je récolte, des eaux du sol et toutes ces eaux, je les ramène en Belgique et c'est à partir de là que toutes les, analyses commencent. On mesure, par exemple, on mesure donc le carbone dans ces eaux parce qu'il y a du carbone aussi, dissous qu'on appelle. Du coup, certains éléments aussi. Moi, je m'intéresse vraiment à une partie, c'est là que j'ai vraiment ma casquette de géochimiste dans l'équipe parce que je suis vraiment sur de l'isotopie avec, des grosses machines donc, ils utilisent, ouais, des compétences, fines, on va dire, Ouais. là-dedans. Et toi, est-ce que tu as une préférence pour une des 2 casquettes? Donc Après c'est clair que, le terrain c'est vraiment chouette, mais bon on sait que, sur le long terme, enfin on peut pas, partir non plus sur le terrain, 1 an. J'ai fait maximum 2 mois non-stop sur le terrain et c'est déjà vraiment, pas ouais. mal. Mais après j'aime vraiment bien cette casquette de laboratoire parce que faut pas oublier qu'après le laboratoire, il y a tout ce qui est traitement de données, publication d'articles scientifiques et cetera. Donc ça c'est travail de bureau finalement. Et c'est clair que pouvoir aller en laboratoire quand on est en train d'aussi être sur son PC toute la journée, c'est hyper cool de pouvoir Ouais. bouger un petit peu, quoi. Je voulais revenir peut-être plus sur ce côté, expédition. Quand tu programmes comme ça une expédition, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire pour préparer cette expédition? Déjà même sur un aspect financement, comment Ouais. ça se passe? Ouais, alors l'aspect, financement et tout ça, j'avoue que c'est surtout ma promotrice du coup qui s'en occupe parce que à l'échelle des doctorants, on n'a pas, enfin oui, c'est un peu comme les
parents avec des enfants, c'est les Ouais. parents qui s'occupent du budget, quoi. D'accord, d'accord. Mais par exemple, ici pour la dernière mission qu'on a eue, j'ai obtenu une bourse qui s'appelle Vocatio, qui m'a permis de un peu m'autofinancer moi-même et de pas seulement me dire ah c'est ma promotrice qui gère un peu tout quoi. Mais sinon en fait il y a différentes ressources. Par exemple moi dans le cadre donc j'ai une bourse FNRS qui paye mon salaire. À côté de ça, ils donnent aussi une certaine enveloppe pour permettre de faire du coup des missions ou Ouais. des analyses ou autres. Donc on va piocher dans les différentes enveloppes et ouais, bourses voilà. que tu peux obtenir. C'est ça, parce qu'en fait, faut pas oublier que quand on part sur le terrain, par exemple, on part pas que dans le cadre de ma propre thèse à moi, on est une équipe Ah ouais. avec plusieurs doctorants. Vous avez tous un peu une thèse peut-être un peu séparée, mais qui vous relie. C'est ça, on a tous une thèse sur la région arctique, le permafrost. Globalement, on prend plus ou moins les mêmes échantillons. On en a tous besoin en fait, heureusement, parce que quand on voit tout ce qui est déployé pour ce genre de mission, si ça servait qu'à une seule thèse, ce serait super triste en fait. Mais comment ça se passe concrètement l'organisation de ça? Si ok, t'as ton financement, à partir de là, est-ce que l'organisation c'est toi qui t'occupes de tout, ou alors t'as quelqu'un en Belgique qui t'oriente sur qui viendra avec toi, quel matériel? Ouais, c'est ça souvent que quand on est doctorant ou même dans la recherche en général, on est vraiment multicasquette parce que y a pas genre, je sais pas, des secrétaires ou autres qui nous aident à réserver notre billet d'avion ou des choses comme ça, enfin même des choses comme... Donc on fait vraiment tout de A à Z. Après, chacun a sa discipline, enfin a ses compétences. Donc il y a par exemple, j'ai une collègue, elle bosse plus sur la géophysique, donc elle fait des mesures drones sur le terrain. Elle doit s'occuper de tout ce qui est la douane pour faire passer les drones et tout ça. C'est des aspects qu'on pense pas. Ouais, non, même ma promotrice de thèse, elle a tous les contacts plus facilement directs avec les gens qui sont directement là-bas pour demander le matériel qui est à disposition. Par exemple, c'est bête, mais en hiver, on a besoin des motoneiges. Ouais. Ça demande une certaine logistique, en fait. Oui, il faut tout prévoir à l'avance. Vous logez l'avance. dans quoi, par exemple, là-bas? Ici, par exemple, la dernière mission, on a, entre guillemets, innové parce qu'en fait, en hiver, on a, presque tous les logements de touristes, on va dire, sont fermés parce qu'en fait, les canalisations gèlent. Ah ouais. Et du coup, ils considèrent qu'il n'y a pas vraiment de touristes en hiver. Donc, il n'y a pas beaucoup... D'habitude, on est dans un genre de petit lodge ou quoi. Et on s'est dit, on n'est que 3, donc on va tester d'aller dans... En fait, il y a une cabane qui appartient parce qu'on est en collaboration avec des chercheurs des États-Unis, en Arizona, qui ont leur terrain, du coup, avec une cabane et tout, là-bas sur place. Enfin, c'est vraiment, ça appartient à leur terrain. D'accord. Et nous, on a des collaborations. On a logé dans leur cabane, vu qu'on était que 3 et que ça se mettait bien. Et en fait, on a un technicien américain qui habite dans une autre cabane qu'il a construit lui-même et qui habite là maintenant, qui habite toute l'année. Il est tout seul, en été, il s'occupe du terrain et en hiver, il est... Toute l'année tout seul? Ouais, presque c'est tout ça. seul, sauf avec des chercheurs. Donc l'hiver, vu que il y a les touristes là, mais pour les chiens de traîneau, il a genre 25 chiens avec lui. Okay. Du coup, il est dans sa... c'est vraiment, quand on y pense, c'est celui qui va vivre tout seul dans sa cabane avec tous ses chiens. On n'habite pas, on va pas très loin de chez lui, donc on est notre cabane, donc on a le chauffage, on a le wifi. Tu as de l'électricité, tu as les commodités. Ouais, on a tout, sauf l'eau courante. On n'a pas d'eau. Ça fait peur au début, parce qu'on se dit... en fait, on a un peu peur parce qu'on se dit, il fait moins 35 dehors, on est toute la journée dehors. La première chose qu'on va faire en rentrant chez nous, c'est prendre une douche chaude. Ouais. Et là, juste, il n'y a pas. Ce qu'on doit faire, en fait, on doit aller chercher des bidons d'eau dans un puits qui alimente toute la rue, quoi. On va chercher notre eau, et en fait, notre eau, si on veut la chauffer, vous la faites bouillir à l'ancienne, en fait. Ouais, voilà. Ce qu'on fait, là, on prend des petites bassines une fois tous les 2 jours, et on se lave avec ça, quoi. Ah ouais. Et quand tu pars comme ça en expédition, donc là tu dis vous étiez 3 femmes, c'est ça, sur le terrain? Ici, en fait ça dépend. J'ai eu plein d'équipes. Ici la dernière, on était 2 femmes, 1 garçon. Ma mission de 2 mois, on était beaucoup que 3 collègues. On était 3 collègues ensemble. Ok. Donc ouais, c'est beaucoup de Et tu les femmes. connais de base ou pas du tout? Mais je les connais dans tous les cas via le travail. Ouais. Mais en fait, faut penser que quand on fait ce genre de mission, la relation là ça passe vite. C'est supérieur au stade juste de collègues en fait. Mais vous vivez ensemble, hein? Oui, c'est ça. Vous côtoyez pendant... C'est par 2 semaines ou par 2 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça devient plus... c'est plus des amis qu'autre chose finalement. Vaut mieux que ça se passe bien, en fait, la cohésion d'équipe, parce que si vous avez un chalet pour vous 3 ou peut-être vous 5, c'est pas toujours évident, j'imagine, parce qu'il y a personne d'autre au niveau social avec qui échanger. Ah oui, non. Parce qu'il y a vraiment ce truc-là où quand on va là-bas, on est vraiment seul. Enfin, typiquement sur le terrain, on croise personne. Ouais. Si on parle pas, il y a vraiment 0 bruit. Non, et toi, c'est ok, ce côté silencieux. Comment tu l'as vécu la première fois? Moi, en fait, quand... Par exemple, la mission où on était partis pendant 2 mois, donc c'est vraiment une longue durée,
et qu'on a fini vraiment, plus d'1 mois et demi de mission juste à 3. Ça en fait, ça a été, ça s'est super bien passé, mais c'est clair qu'à la fin, on se dit juste, on a hâte, Ouais, de voir des gens, enfin oui, de revoir des gens et par exemple, à 2 heures de notre site d'études, il y a une grosse ville où on prenait l'avion. On avait été un week-end là-bas et on était juste contentes de voir de la population, en ah fait. ouais. Oui, c'est un côté très isolé, enfin, il faut accepter, ce cadre-là dans ton travail. Oui, c'est C'est un ça. changement radical quand tu viens du labo ou que tu côtoies un peu, de manière routinière tes collègues. Mmh. Là, d'un coup, tu es toute seule, tu pas préparée toujours. Est-ce que du coup, tu as aussi encore des contacts avec ta famille à distance? Tu me dis, tu as le Wi-Fi, est-ce que vous arrivez à vous contacter? Oui, oui, Ouais, ça, oui, on a la chance, je reste quand même pas mal en contact parce que du coup, c'est ça aussi, ouais. qui permet et même au final avec des collègues qui sont pas sur place, on est aussi très fort en contact avec eux quand eux sont en Belgique, que ce soit pour, la logistique ou Ouais, pas forcément, juste en mode, par exemple ma promotrice de thèse, si elle était pas là, Sophie, elle voulait juste être sûre que tous les jours tout allait ouais. bien, quoi. Donc vous avez quand même enfin, quotidiennement des contacts avec l'extérieur Oui, pour, oui, d'office. Et comment ça se passe alors, la vie là-bas au quotidien? Comment on peut imaginer une journée type Une quand tu es journée là-bas? type, du coup, je vais prendre l'exemple de ma toute dernière mission parce qu'en fait, vu qu'on part à des saisons différentes, Oui? ça change aussi très fort Il y a des la saisons NIP et là-bas? tout ça. Oui, oui. Oui, oui, c'est pas blanc toute C'est pas l'année. toujours blanc. Non. Par contre, les 2 dernières missions, là, on était en plein hiver. Là, on était juste à 3, donc avec Sébastien et Sophie, donc ma promotrice. Donc Sébastien, lui, c'est un technicien de l'UCL. Du coup, il nous a vraiment bien aidés parce que, enfin, il a vraiment amené ce côté, physique, Ouais. efficacité pour forer dans les sols et tout, du coup, Ouais, c'est ça, c'était vraiment bien. C'est 3, donc le matin, c'est un peu, en fait, allez, une bonne journée, mais on essaye de pas finir, trop tard, peut-être. En fait, il faut penser quand on démarre de la cabine, on a une petite, 1/2 heure de motoneige pour arriver sur le site d'études. Mais il faut penser qu'avant, bah, il faut aussi, préparer préparer le tout matos, notre charger, matos, sur les motoneiges. charger. Même, c'est bête, mais se préparer nous-mêmes, ça prend un temps de dingue parce que, Pourquoi tu portes quoi là-bas? mais parce que du coup, on fonctionne en couches. Donc moi, je crois au total, j'avais compté, au-dessus de moi, j'avais 7 couches, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais, donc c'est vraiment enfin, parce qu'on rajoute, des thermiques, quoi. Enfin, moi, je rajoutais 2-3 thermiques, puis, 2-3 gros pulls et mon gros manteau, quoi, donc Donc quand tu dis thermique, c'est des polars? ouais, c'est ça, c'est des sous-couches, par exemple en laine de mérino ou des trucs comme ça, enfin qui permettent, de bien, et en fait, l'idée, c'est que dès qu'on a un peu chaud sur le terrain, faut retirer des couches parce que si Ouais, on transpire, c'est la pire chose, enfin après on a super froid, en fait, c'est vrai? ouais, ouais. Et même au niveau des gants, comment tu fais pour supporter -35 degrés en fait, et si tu dois manipuler les choses là-bas? Ouais, ça c'est vraiment, le côté où, je suis pas forcément celle qui ait de meilleurs conseils parce que moi ça m'énerve très vite les gants. Du coup, j'ai tendance à très vite les retirer. Mais étonnamment, je sais pas pourquoi, à mon avis, j'ai tellement de couches sur moi qu'en fait, mes mains restent chaudes un petit peu. Donc tu es main nue, Et à pas tout le -35? temps. Ouais, En fait, quand on bouge pas ou quoi, il faut mettre les gants. ouais. À motoneige, pareil, on bouge pas les mains, faut mettre les gants. Par contre, dès qu'on commence à prendre la foreuse ou des trucs comme ça, j'ai vite tendance à les retirer quand même, Et ce genre de matériel, que ce soit, le motoneige ou la foreuse, tu avais pratiqué avant de partir pour, Non, donc c'est sur le terrain, c'est un peu sur le tas que tu apprends les ouais, choses? c'est ça. En fait, typiquement, vu que le technicien terrain qui est là toute l'année, l'américain, donc qui s'appelle Justin, il est toujours là pour nous accueillir et par exemple, typiquement, c'est lui qui nous ramenait les motoneiges et du coup, il nous montrait comment ça fonctionnait. Ah ouais. La foreuse, pareil. C'est pas si difficile que ça, on va dire, Non? finalement, Et c'est que quel est le ressenti de -35 degrés par rapport à nous? On a déjà froid quand il fait, 0 ouais, ou -1 degré. Comment on le vit -35 degrés? ouais. C'est marrant, on me pose souvent la question. En fait, la grosse différence, c'est l'humidité. En Ouais. Belgique, il fait super humide comme ça, enfin, il Oui, il y pleut a et un tout. ressenti, Et du coup, le froid, à la limite, il est plus piquant parce que là-bas, il fait quand même très sec et du coup, je sais pas comment expliquer, mais on ressent moins, enfin, bien sûr, on ressent les ouais. -35, mais je crois que si on avait un -35 ici, on le ressentirait peut-être différemment que Il y a quand même là-bas, quoi. plus de danger, j'imagine à -35 comme ça, comme tu dis, tu retires tes gants, est-ce qu'il y a quand même un danger pour ta peau, si Oui. tu restes comme ça, je sais pas moi, 1 heure ou Ouais, mais en fait, on a suivi une formation un peu sur le froid extrême, ouais, enfin les conditions extrêmes. Déjà, on peut avoir des gelures. En fait, ouais. quand il fait trop froid, c'est comme quand il fait trop chaud, on peut se brûler dans tous les cas. Donc, faut faire attention à ça. Le fait qu'on ait des foreuses, c'est du métal. Faut pas mettre non plus s'amuser à mettre ses doigts dessus, faut pas rester collé, avoir un doigt attaché à la machine. Ah ouais, c'est comme on Heu, voit dans les films, en ouais, fait, c'est c'est ça. Du coup, il faut vraiment faire attention à ça et du coup, on a suivi un peu une formation, qui nous a aidés aussi à mieux, être préparés parce qu'un truc
y penser aussi, c'est que on n'a pas de réseau sur le site d'études en tant que tel. Si on a un problème, on a Vous avez une sorte de oui, téléphone ouais, c'est ça, international un ou genre de téléphone satellite comme ça satellite? et les premiers secours, en fait. Genre si quelqu'un, Ouais. ça peut arriver que quelqu'un se casse une jambe ou quoi, enfin, Ou se on blesse sait avec rien. la foreuse, par Oui, exemple? voilà, du Comment coup, ça se passe alors? Vous êtes formés? mais on a suivi des formations, mais après, encore une fois, quand on n'a jamais eu le cas, Non. heureusement. Si on était confrontés, on est préparé, mais encore une fois, est-ce que juste dans la situation, comment on réagirait? Moi, je Vous sais avez pas pas dire encore eu comme le cas, ça. donc vous savez pas et on touche du bois. Oui. Mais en fait, concrètement, tu as combien de temps de route pour, arriver à un médecin le plus proche? Waouh, je crois qu'il y a peut-être mais je pense qu'en fait, en plus, en hiver, vu qu'il y a moins de touristes, les médecins dans le village en tant que tel, il y en a pas des masses. Du coup, moi, j'aurais dit qu'il faut direct, cibler potentiellement la grande ville où je dis: «Oui, à l'aéroport», c'est à Fairbanks et c'est presque 2 heures de route quand Ah même, ouais? quoi. Ouais, ouais, c'est Ouais, costaud, c'est faut pas être angoissé, en fait. Non, non, mais en fait, on est quand même bien préparés dans le sens où, avec nous, on a quand même tout du matériel de secours Ouais. au cas où. C'est bête, mais on a aussi, des couvertures thermiques et des choses comme ça. Enfin, s'il y a un problème, normalement, on est bien préparé pour ça. Et au niveau, quantité de matériel, ça représente beaucoup de valises, quand tu pars comme ça? Oh, ça peut représenter beaucoup de valises. Au fur et à mesure du temps, on laisse de plus en plus un peu des affaires sur place, donc ce qui Ouais? nous permet de pas venir avec trop d'affaires, mais la mission de 2 mois, je pense qu'on était partis avec plus de 15 valises, parce qu'il y avait les drones aussi, enfin, il y avait plein de choses à prendre avec nous et en fait, vu que, par exemple, moi, j'échantillonne de l'eau, Mmh. mais on doit partir avec, des centaines et des centaines de bouteilles, en fait, qu'après on ramène pleines, donc Ouais. c'est quand même pas mal, Ça doit être, compliqué aussi pour tout ce qui est aéroport quand, tu reviens avec, ça doit être de l'administratif, énorme aussi. Mais en fait, du coup, là, comme je disais, pour le drone, ça oui, Ouais. mais je sais pas, les législations, j'avoue que j'y connais pas grand-chose et je comprends pas pourquoi, mais en fait, le sol, si on ramène Mmh. du sol, ça, on doit le déclarer et ça passe pas forcément, on peut pas forcément voyager des États-Unis vers la Belgique avec ça. Par contre, de l'eau, on peut. Ah! C'est Du un coup, peu on atti n'a pas de problème avec ah bah, toutes nos tant bouteilles. mieux. Et quand tu dis donc quand tu vas en Arctique, tu as déjà été à d'autres saisons où, il y a pas de neige. Mmh. Quand, tu vas à une autre saison, il fait toujours aussi froid là-bas, malgré tout? Non, 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 il y a vraiment en fait, c'est ça que en fait, il y a enfin, les saisons en Arctique, c'est fou parce que les gens se rendent pas du tout compte que c'est Non? vraiment pas toujours blanc. Donc j'avais déjà fait, 2 missions en septembre du coup, donc à la fin de l'été, vraiment la transition, aller à l'automne, on va dire et là, en fait, il y a juste pas de neige. Parfois, on parle même, que dans ces régions-là, en Arctique, en été, il y a parfois des pics à 25-30 degrés quoi. Ah, on n'imagine pas du tout dans cette région-là, Ah oui, une non. température pareille. Ouais, non, c'est ça et en fait, il y a de la Oui, j'avais végétation, il y a plein de choses. Enfin, c'est comme une tourbière dans les Hautes-Fagnes. ouais? C'est vraiment la même chose. En fait, ce qui se passe dans le sol, c'est que du coup, on a le permafrost, donc le sol qui est gelé en permanence. Mais au-dessus du permafrost, il y a ce qu'on appelle en fait la couche active et en fait, c'est la partie du sol qui va dégeler en été et Mmh. regeler en hiver. Et vu qu'elle dégèle en été, enfin toute la végétation reprend vie en fait à ce moment-là, quoi. Et ouais, c'est vraiment, C'est assez tout vert, surprenant de quoi. revoir le même, espace, mais complètement différent, Ah oui, oui. finalement. Ce qui est dingue, c'est que quand on va, à l'automne, on se repère globalement facilement. À l'hiver, tous nos repères, ils sont perdus parce Ah qu'on ouais. se repère, par rapport à de la végétation qui est un peu différente à certains endroits qu'à un autre, enfin, toutes ces choses comme ça, quoi. Quel est le souvenir que tu gardes, par exemple, de ta première expérience? Qu'est-ce qui t'a marqué la première fois que tu t'es rendu dans ces paysages? La première fois que je suis partie, j'avais eu, enfin ça s'était très bien mis, j'avais de la chance. En fait, j'avais commencé ma thèse en juillet et en septembre, je partais, donc c'était en Top. 2021. Mais là, en fait, à cause du covid et tout ça, on n'avait pas su partir sur notre site d'études principal en Alaska. Du coup, on était partis en Suède, donc à Abisko, donc c'est un peu pour généraliser, c'est en Laponie, on va dire. Là, ce qui m'a marqué dans les paysages, du coup, c'était en fait, je crois que c'était peut-être que enfin, c'est des paysages magnifiques, mais de se dire:
ah en fait, enfin oui, de se dire: «Oui, il y a de la végétation» et en fait ça peut ressembler à comme des paysages comme chez nous, même Ouais. si c'est pas non plus exactement la même Il y a chose, une hein, mais certaine similarité malgré que tu sois dans cet endroit-là? ouais, c'est ça et puis même, de se dire, «Ah mais il y a quand même des routes, il y a quand même des gens qui habitent». Enfin, c'est pas non plus des choses, où il y a personne comme on pourrait entendre en Antarctique avec les Ouais. stations et tout. Là, en Arctique, c'est pas du tout la même chose, en fait. Est-ce que tu as essuyé des coups durs parfois? Peut-être que ce soit sur le matériel ou pas personnel, mais peut-être relationnel, le manque ou autre, que tu te souviens, tu t'es dit: «Bah, là, c'était vraiment pas facile à gérer»? Ouais, je pense que, quand on parlait du fait de la solitude dans Ouais, l'émission, du coup donc la première mission que j'avais faite là en Suède, c'était 1 mois et demi, donc là ça s'était, super bien passé. Puis on c'est les premières missions, donc on apprend un petit peu, enfin le temps passe super vite parce qu'on apprend vraiment plein de choses, c'est là que j'ai tout appris. Et puis, la mission de 2 mois en Alaska, là c'était, en fait on est parti, je pense à 8 sur le terrain, donc ce qui est quand même une grosse équipe. ouais. Et en fait, après 2 semaines, on s'est retrouvés plus qu'à 3 quoi, pour le reste des 2 mois d'émission. Donc C'était prévu? oui, c'était OK. prévu. Donc c'était prévu que la plupart des gens restent 2 semaines. Et puis, moi, par exemple, dans le cadre de ma thèse, vu que j'essaye de voir des évolutions saisonnières et tout ça, ben, je savais que, c'était prévu comme ça, quoi. Mais en fait, ça donne un sacré coup parce que, C'est ce tu côté dis humain qui manque, en fait. ouais, parce qu'eux, on se dit: «OK, eux, ils ont fini leur mission». Nous, en fait, on n'est même pas à la moitié, en fait. Ouais. On n'est même pas, enfin et on a encore tout un énorme truc Il y a qui un nous côté attend. un peu, long à rester là-bas. Enfin, Ouais, parfois, ça peut être, long. Enfin, ouais, typiquement, quand c'est les missions de moi, à la fin, en fait, on regrette pas du tout ce genre de mission parce que c'est ouais, incroyable de vivre ça. Mais à la fin, on est content. Enfin, typiquement, même, revoir la ouais. famille, les amis et tout, enfin, c'est incroyable, enfin, moi, limite, c'est mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment à mon retour de revoir tout le monde, mes parents à l'aéroport, des choses comme ça, quoi. Ah ouais, je peux bien comprendre qu'il y ait ce manque effectivement après autant de temps. Et là-bas, quand, tu es vraiment en mission et que tu es sur ton site d'études, tu peux te permettre de rester combien de temps, en fait, dans le froid comme ça? Vous travaillez 8 heures sur, le site? C'est rare quand on fait des journées entières sur le Ouais. terrain en tant que tel, hein, souvent, du coup, peut-être le temps que se mettre en route et cetera, on est sur le terrain vers, 10-11 heures et à 15-16 heures max, on rentre Au déjà, niveau hein. luminosité aussi, peut-être ça joue? Mais là, en fait, on est, donc ça, c'est aussi important de préciser. En fait, quand on parle de donc là, on est en plein hiver et souvent on parle qu'au nord, on a 24 heures de Oui, soleil en été et 24 heures de sombre en hiver. Sauf que nous, en fait, on est donc ça, c'est au-dessus du cercle polaire arctique, ouais. sauf que nous, on est un peu en dessous. Du coup, on n'a pas ce problème-là. Vous avez des journées traditionnelles? Oui, enfin, il fait, Peut-être un peu plus un peu courtes? plus court qu'en Ouais. Belgique, mais c'est Donc quand tu relativement, reviens sur ton ça. motoneige, il fait noir en général? Non, non, Non? non, non, il fait encore clair. L'idée, c'est, on reste pas sur le Ouais. terrain s'il fait noir, quoi. Enfin, ne pas être dehors quand il fait noir, parce que c'est là que Au et niveau puis des c'est dangers, ouais, les dangers et puis c'est bête, mais il y a aussi des animaux sur oui, place j'allais et tout. demander, est-ce que justement vous côtoyez de la faune, On voit sur notre site d'études, on voit pas mal de traces, du coup, d'animaux. On voit beaucoup d'élans sur le chemin, de beaucoup, les femelles avec leurs bébés, en fait. Ouais? Ouais, beaucoup. Du coup, ça, j'avoue qu'on aime bien, Et même en hiver comme ça, dans ce ouais, froid, ouais. ils arrivent à survivre, Ouais, c'est ouais, je pense qu'ils surprenant. sont bien préparés. Par contre, on n'a jamais eu ça, mais pas très loin, normalement, il y a aussi des ours, bruns, enfin des grizzlies. On a toujours un spray Oui, j'allais dire, avec tu as une nous, sécurité. mais on en a jamais croisé. Je Ouais. pense pas qu'ils viendraient dans le coin. Enfin, on espère en tout cas. Étant donné que tu analyses ce côté gaz à effet de serre, je me demandais s'il y avait pas un côté un peu anxiété que tu peux développer aux analyses que tu fais et comment tu le gères? Du coup, nous, enfin, on travaille pas directement sur les gaz à effet de serre. Enfin, comme je disais, Mmh. on essaye de voir plus les processus qu'il y a derrière. C'est clair que du coup, bah, on est bien conscient, de ce qui Ouais. se passe sur place. Souvent, quand je fais, des conférences grand public ou quoi, on a tendance à me dire, «Ah mais tu es en train de dire des chiffres énormes et des choses qui font peur» et limite tu as le Ouais. sourire en disant, enfin, tu es pas, toute, démoralisée, mais je dis: «Mais heureusement parce que, enfin, je crois que si j'étais si éco-anxieuse, je pourrais juste pas travailler là-dedans. Mais je me rends bien compte de tous ces problèmes-là, j'essaye un peu aussi d'agir à mon échelle et tout ça. Le fait de me dire que du coup, bah, j'essaye de mieux comprendre, ce qui se passe, sur place et cetera, bah, je contribue à mon échelle, Oui. en fait. Ouais. Et du coup, j'essaye de me dire que de voir un peu le positif là-dedans, même si, bah, oui, on est bien conscient que, c'est Est-ce pas que ça facile. t'est déjà arrivé d'être face à des climato-sceptiques?
Étonnamment, non. J'ai, toujours eu des gens, en fait, étonnamment, bah, les gens qui se renseignent un peu Ouais. sur ce que je fais, bah, souvent ils S sont sont c'est plutôt oui, curieux ils sont et curieux. ouverts de Oui discussion, quoi. et j'ose espérer que les climato-sceptiques, ça diminue quand même. En tout cas, toi, tu as des preuves devant toi, donc pour toi, il y a pas de discussion à avoir là-dessus, Ouais, non, tu c'est vois les quelque é chose de prouvé, démontré depuis des années, enfin, c'est non. dans ce que tu réalises, en plus du côté, laborantin et exploratrice, sur le terrain, je constate aussi que tu es beaucoup à échanger et à partager, ton savoir. Comme tu dis, tu as fait, une conférence, même plusieurs. Tu as été dans des écoles, notamment l'école de mon fils. C'est comme ça que j'ai eu la chance, de te connaître. Je voulais savoir si ça, c'était une volonté de ta part, cette sensibilisation, ou si ça fait partie de ton métier, en fait? Ouais, alors donc dans le cadre de notre thèse, on est beaucoup confronté à de la, communication scientifique, en Ouais, fait. Donc on se rend beaucoup, dans des conférences, internationales à parler, bah, spécifiquement de ce qu'on fait, enfin des choses que jamais je raconterais au grand public parce que c'est beaucoup trop précis et ça intéresserait pas ouais, forcément. Mais du coup, on a enfin, ma promotrice, donc Sophie, elle, pour elle, c'est quand même très important de vulgariser, de faire aussi de la communication grand public et du coup, dans ce cadre-là, on essaye, de faire beaucoup de choses, mais ça reste pas quelque chose d'obligatoire dans OK. notre formation. Donc moi, on m'a jamais dit: «Tu dois faire, ça, ça et ça». Enfin, c'est vraiment à, qui veut et du coup, c'est pour ça que, moi, je trouve ça super important parce que finalement, ce qu'on explique aux scientifiques, c'est vraiment plus, bah, du coup, dans la science pure, des théories, de processus chimiques qui se passent, on va Ouais. dire. Enfin, moi, je trouve ça a vraiment un intérêt énorme de pouvoir justement expliquer au grand public ce qu'on fait de manière simple et expliquer pourquoi on le fait surtout Mmh. et comme ça conscientise, en fait, Ouais. tout simplement. Puis tu peux créer des vocations aussi, si tu t'adresses à un public plus jeune, j'imagine qu'en voyant des images comme ça, il y a certains enfants qui doivent être attirés par, ce genre de métier, qui n'ont pas la visibilité habituellement de le voir justement. Ouais, c'est ça. Je pense, un déclic que j'ai eu, qui était quand même flagrant, c'était, il y a 2 ans, on avait déjà organisé, une expo, à Pomerol et là, on avait du coup, ciblé sur nos 2 mois de mission en Alaska, donc ça s'appelait Arctique en transition parce qu'on voulait justement montrer que l'Arctique, c'était pas que de la neige, donc on a Mmh. été en transition de l'automne à l'hiver et en transition parce que réchauffement climatique et cetera. J'avais invité, des écoles le vendredi et en fait, c'était les écoles, enfin mon école de primaire, en fait et du coup, je commençais un peu à leur expliquer et tout ça et il y avait ma promotrice Sophie qui était derrière et elle me disait, «Ah mais c'est fou, enfin le fait de savoir que en plus tu étais dans leur école quand tu étais petite, ils avaient des yeux mais Ouais. ils rêvaient quoi». Ouais, ça paraît inabordable, mais en fait, en te voyant, c'est du concret, quoi. Ça peut être Ouais, réalisable pour eux aussi, ouais, de s'en donner les moyens. C'est une bonne, source d'inspiration pour tous ces enfants, ouais, c'est chouette. Et tu parles justement donc tu as déjà fait une exposition, c'est en 2024, donc à la Maison Jonio. ouais, Ici, tu en reprogrammes une, je pense c'est aux ouais, alentours du 20 mars. ouais. Et donc là, l'idée c'est quoi dans ton exposition? Donc là, en fait, depuis du coup la dernière Ouais, expo, j'ai fait que des missions en plein hiver. Donc je suis partie 2 fois 2 semaines en plein hiver. Donc c'était les premières fois qu'on partait à cette saison-là parce que en fait, de base, les missions se font presque jamais à cette période-là, bah, vu les conditions de terrain, ouais, on va dire. Et le fait aussi que tout soit gelé, enfin, on s'attend à ce qu'il y ait pas grand-chose, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent là-bas. J'ai eu en fait une, comme je disais, une bourse, qui donc la bourse Vocatio qui m'a permis notamment de financer, la mission de terrain et qui permet aussi de j'avais aussi dit que ça me permettait de sensibiliser le grand public sur la thématique et en fait, je me suis dit: «Bah, cette expo, autant la faire maintenant». Je sais que je suis en dernière année de thèse, donc c'est un peu le rush, ouais. mais je me dis: «Si je la fais après ma thèse, je sais pas à quel» enfin, je me dis: «Tant que je suis dedans, autant, faire l'expo à ce moment-là». Et du coup, pour moi, ça semblait, super, logique de faire cette expo. Donc cette expo, c'est surtout sur les 2 missions d'hiver et il y a 2 ans, c'était plus une expo, on va dire de la beauté de l'Arctique, Ouais. de vraiment des beaux paysages. Or là, ce sera plus sur, les expériences sur place, donc plus, nous sur le terrain. Mmh. Donc c'est entre guillemets «des photos moins belles», on va dire, Ouais. mais plus qui Montrer le racontent travail de terrain, en fait. voilà, Ouais. raconter une histoire, en fait. Enfin ici, j'ai vraiment eu à cœur de
enfin, je travaille déjà un peu sur l'expo à typiquement écrire des petits textes sous chaque photo pour que les gens soient en immersion, qu'ils comprennent ce qu'on fait. Parce qu'au final, il y a 2 ans, je me suis rendu compte que les gens posaient énormément de questions sur ah mais du coup là-bas c'est comment? Enfin comment vous faites? Du coup j'explique. L'idée c'est d'expliquer déjà quand même bien sûr des photos de l'Arctique, des paysages, voir notre mode de vie là-bas et des photos qui représentent ça, puis expliquer qu'est-ce qu'on fait sur place au niveau scientifique, quoi. Et du coup, aller plus en détail et expliquer un petit peu. Et ici, tu dis donc tu finis ta thèse, tu es dans la fin? Du coup, je termine normalement fin septembre 2026, donc il me reste un peu moins d'1 an. Et si tu réussis, est-ce que tu continues sur cette analyse-là ou alors tu dois passer sur un autre sujet? Alors donc l'après-thèse, c'est souvent des sujets, enfin, ouais, un peu délicats, on va dire. C'est assez compliqué. Donc en fait, quand on à la fin d'une thèse, donc d'un doctorat, soit on fait ce qu'on appelle des post-doctorats, donc c'est des autres contrats de recherche, souvent à l'étranger, pour après espérer avoir des postes, de professeur à l'université ou des choses comme ça. Mais les places, elles sont sacrées, en fait. Enfin, il y a pas beaucoup de profs, enfin, surtout si on veut être prof en Belgique, typiquement. Enfin, si on ou alors on pourrait aller dans un autre pays ou quoi et du coup, il faut avoir, l'envie de vraiment faire sa vie à un endroit où il y a de la place dans le travail. Ou alors, à l'inverse, complètement enfin, on peut aussi partir de la recherche une fois qu'on a fini sa thèse. Après, ça arrive aussi à beaucoup de gens de continuer dans la recherche, mais de faire après des sujets qui sont pas forcément liés. Enfin, en fait, il existe plein de choses. C'est clair que si je pouvais, pourrais, enfin, bien sûr que j'adore mon sujet d'étude et tout ça, mais avoir les possibilités qui s'offrent à moi, en fait, on sait pas trop ce que Non. l'avenir réserve. C'est un peu le point d'interrogation. Ouais, c'est ça. Après, c'est déjà pas mal de terminer sa thèse. Tu as encore 1 an, tu as une Ouais. exposition à venir. Tu as déjà pas mal de projets en cours Ouais. avant de penser Ouais. à ce prochain projet. Qu'est-ce que tu souhaiterais conseiller aux gens qui t'écoutent, qui ont peut-être envie, enfin qui sont charmés par la vocation? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Quelque chose que je reprends, dans l'atelier avec les enfants, que j'aime bien reprendre. En fait, quand j'étais partie à Paris-Daïsa, j'avais retrouvé une photo de moi où j'avais le petit oiseau sur l'épaule. Tout le monde a eu cette photo quand il était petit. Et en gros, j'avais cette photo de moi petite et j'avais mis des bulles qui mettaient de moi maintenant sur le terrain et de dire, voilà, quand on est petit, on a des rêves et tout, on peut rêver même ce qui nous paraît le plus absurde possible, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Enfin, moi, j'aurais jamais imaginé, mettre mes pieds là-bas, travailler là-bas, et du coup de dire, à tout le monde que vraiment, même, même s'il doit y avoir, des réorientations d'études et tout ça, enfin, on n'est jamais figé, dans une thématique. Si on veut changer, on peut. J'avais participé à une genre de petite conférence qui parlait aussi de la femme dans la science et on me demandait: «Hein, est-ce que les femmes ont pas plus peur parce que souvent les hommes», enfin toujours ce principe et du coup j'étais en mode: «Bah non, moi, faut se dire qu'on a des compétences, on n'a pas forcément moins de compétences, qu'un homme ou autre et du coup si on a envie de le faire, juste on pense à nous-mêmes et on fonce». Eh bien, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as pris à m'expliquer et développer tout ton parcours et tout ton métier que tu vis au quotidien. C'est hyper enrichissant. Et écoute, je te remercie encore une fois. Ouais, avec plaisir. L'histoire de Maëlle, c'est la preuve qu'on peut transformer ses rêves d'enfant en une mission de vie, même quand le terrain est difficile. J'espère que cet échange vous donnera l'élan nécessaire pour vous aussi poser vos propres projets. Et pour prolonger ce voyage en Arctique, je vous invite vivement à aller découvrir le travail et les images de Maëlle lors de son exposition à la Maison Jonio, qui aura lieu du 20 au 22 mars à Pomereux. C'est l'occasion parfaite de mettre des visages et des couleurs sur cette réalité qu'on vient d'évoquer. D'ici là, continuez à chercher ce qui vous fait vibrer. On se retrouve très vite sur Côté Canap'.